C'est l'heure de décrypter l'actualité économique vue de la rédaction d'Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans l'essentiel de l'économie sur votre télévision. Et aujourd'hui, nous allons aborder trois sujets principalement. Tout d'abord, la province du Lualaba. Peut-on aujourd'hui parler du modèle de bonne gouvernance des provinces en République démocratique du Congo ? Il y a une semaine de cela, déjà, les gouverneurs de l'ensemble du territoire national étaient réunis à Kolwezi, chef-lieu de cette province. Et le président de la République, qui a présidé la conférence des gouverneurs, a procédé à l'inauguration de plusieurs ouvrages montrant le dynamisme donc de cette province située dans la partie sud de la République démocratique du Congo. Les autres provinces du pays doivent-elles suivre l'exemple du Lualaba? Nous allons en savoir un peu plus dans cette émission aujourd'hui. Et puis nous allons rester toujours dans la partie sud de la RDC pour évoquer un fleuron de l'économie de la République démocratique du Congo et précisément dans le secteur minier. C'est la Générale des carrières et des mines, la GECAMINE, qui se retrouve aujourd'hui au cœur de ce qu'on pourrait pour l'instant qualifié d'un scandale. Des députés nationaux ayant effectué une mission au sein de cette entreprise de l'État ont rendu public leur rapport parlementaire, un rapport remis au président de l'Assemblée nationale, un rapport qui accable de manière en tout cas flagrante l'équipe dirigeante de cette entreprise avec une gestion qu'il qualifie notamment de quasi opaque, ce qui a entraîné notamment la perte de plusieurs millions de dollars américains à cette entreprise du portefeuille de l'État. Et puis, nous allons conclure par le dossier de Constant Mutamba, le ministre de la Justice. C'est lui qu'on pourrait désormais qualifier d'ancien ministre de la Justice, a donc annoncé sa démission au président de la République. Peut-on, à l'issue justement de ce feuilleton qui a amené le ministre de la Justice devant la justice, justement, peut-on parler finalement d'un acharnement contre celui qui a voulu apporter des réformes dans ce secteur stratégique pour le développement de la RDC? Tout ceci est à voir dans cette émission à une seule condition, que vous nous restez fidèles et bienvenue à tous. Et pour développer tous ces sujets, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de Igor Biwaka. Bienvenue. Merci Patrick, bonjour. Merci beaucoup d'être là Igor. Bonjour Tony Dimendila. Bonjour Patrick. Merci beaucoup également à vous d'être là. On va commencer tout de suite par la province du Lualaba. Il y a une semaine, je le disais donc, les yeux de la République démocratique du Congo, de l'ensemble du territoire, étaient braqués sur Kolwezi, dans la province du Lualaba, justement, non seulement à l'occasion de la conférence des gouverneurs, mais aussi en voyant l'ensemble des infrastructures, notamment inaugurées par le président de la République. Le Lualaba
Bonjour Patrick. Je l'ai dit donc, il y a une semaine, les gouverneurs des provinces de la RDC étaient réunis à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, et on a tous vu et assisté à ce qui s'est passé, notamment l'inauguration de plusieurs ouvrages, un véritable dynamisme de développement qui s'implante de plus en plus dans cette province. Peut-on à ce jour dire que le Lualaba demeure un exemple de développement pour les autres provinces du pays? Je commence par qualifier la conférence des gouverneurs, la 12e session en tout cas, d'une réussite et d'une véritable réussite. En fait, la première des choses, la chose qui a marqué les esprits en suivant ces je crois, 3 jours de travaux à Kolwezi, c'est beaucoup plus les côtés infrastructure. On voit comment est-ce que la province du Lualaba, ou plus précisément Kolwezi et d'autres entités, sont en train de se transformer. On a vu l'aéroport international de Kolwezi, dont les travaux vont assez vite. Nous avons vu l'inauguration de son aérogare, mais également des infrastructures sanitaires, éducatives. Nous avons vu l'échangère des infrastructures routières. C'est-à-dire, on sent vraiment qu'il y a un cœur à l'œuvre. Un cœur à l'œuvre. Et donc, c'est un dynamisme aujourd'hui qui est unanimement salué par la République. C'est-à-dire que les retombées du secteur minier, parce qu'il faut les rappeler que Kolwezi, ou précisément le Lualaba, c'est la province mondiale du cobalt. Tout à fait. Et donc, Kolwezi, par extension, est la capitale mondiale du cobalt. Et donc, on voit que les retombées en termes de redevances et autres et fonds produits par les secteurs miniers sont en train de se rendre palpables en faveur de la population locale, parce que ça a toujours été une question des débats dans l'opinion publique. Nous avons un pays riche, nous avons des minerais, mais comment est-ce que la population locale, surtout dans les mines exploitées, sont de plus en plus pauvres? On ne dit pas, il ne faut pas en tout cas dire ici qu'on est arrivé, que tout est devenu rose, mais au moins on sent que la volonté est là et les actes sont posés. Nous avons également, ces dernières années, senti comment est-ce qu'il y a de l'engouement vers les Lualaba, vers Kolwezi, pas qu'au niveau national, même à l'étranger. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est ce qui a motivé la construction rapidement d'un aéroport des standards internationaux pour permettre à ce que les investisseurs, ceux qui veulent venir investir au Congo dans le secteur minier ou dans le Lualaba, ne puissent pas faire des longs trajets, arriver à Kinshasa puis prendre notre jet pour aller vers Kolwezi. C'est faire trop de tours et cela ne rend pas service à la productivité de cette province. Et s'il fallait que les investisseurs arrivent directement au Lualaba, ça pourrait accélérer les choses. Et donc, moi, il faudra à ce stade saluer Madame la gouverneure, Fifi Masuka Saini. On voit qu'elle est impliquée dans la transformation de sa province. Et ainsi, on prend son exemple, on évite, parce qu'il faudra préciser que le Lualaba n'est pas l'unique province minière en RDC. On va y revenir. Et donc j'estime que son action doit servir d'exemple pour les autres provinces. Tout à fait. Igor Buaka, le Lualaba, Tony vient de le dire, n'est pas la seule province minière de la RDC, mais la dynamique de développement qu'on constate dans cette province laisse quand même à dire que ça demeure quand même un modèle de développement pour les autres provinces. Oui, effectivement, Patrick Lumbala, c'est pour cette raison qu'il y a lieu en tout cas de saluer le leadership visionnaire de Fifi Masuka Saini. Moi, je ne vois pas la personne. Je l'ai toujours dit ici, je vois en fait l'engagement, sa volonté en fait de mener à bout la vision du chef de l'État, c'est le fait de doter aux provinces leur propre autonomie, des mobilisations des ressources économiques capables en fait d'impulser leur propre développement. Donc, cette mission, Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, la porte vraiment à cœur. Et pour preuve, on voit l'attraction en fait de cette province du Lualaba. Aujourd'hui, le Lualaba est devenu une province qui attire tout le monde, non seulement les nationaux, mais également les expatriés. Pourquoi? Parce que Fifi Masuka a su toucher là où ça attire.
Masuka a appuyé sur un levier qui, n'est-ce pas, un levier attractif des investissements, un levier attractif, n'est-ce pas, je dirais, des personnes qui peuvent venir pour encore davantage soutenir l'élan du développement de cette province. Pour preuve, vous avez vu, en fait, vous avez évoqué d'ailleurs dans votre prologomène ici, Patrick Lumbala, les ouvrages, les infrastructures que Masuka est en train en fait de bâtir, que le gouvernement provincial du Lualaba est en train en fait de sortir des terres. Ce sont des infrastructures, je dirais, capitales. On a parlé ici des infrastructures aéroportuaires, n'est-ce pas? Signe que, à l'avenir, les gens viendront en masse au Lualaba. Il n'y a pas que ça, parce que moi-même également, j'étais là-bas au Lualaba, je constatais cet élan du développement avec les infrastructures routières, Patrick Lumbala. On dira c'est une province, je dirais, nouvelle, qui est issue du récent démembrement. Voyez-vous? Mais déjà, quand on regarde l'ampleur avec laquelle cette province est en train de se développer, voulais-je dire, on se rend compte que voilà, les perspectives à l'avenir sont bonnes et ça peut servir d'exemple. Ça doit même pas pouvoir. Ça doit impérativement servir d'exemple à d'autres provinces. Vous l'avez dit ici que le Lualaba n'est pas l'unique province où il y a des minières, l'unique province où il y a des richesses minières. Il y a plein d'autres provinces. Mais qu'est-ce qui est fait? C'est parce qu'il y a une vision. Une vision qui est suivie à la lettre. Une vision qui est en train de montrer, en fait, les compétences de cette dame. Vous allez dire que voilà, combien de temps Masuka a fait à la tête de ces provinces en tant que gouverneur, pratiquement. En tant que gouverneur. Intérimaire, en tant qu'intérimaire et puis gouverneur. Je dirais même 2023 qu'il a pris officiellement le règne de cette province. Voyez-vous? Et en 2024, il n'y a pas plus longtemps qu'il a été confirmé en 2024 à l'issue d'une élection où on a exprimé de manière majoritaire, en fait, on l'a voté avec une majorité écrasante. Voyez-vous, plébiscite. Voyez-vous, Patrick Lumbala. Donc cela prouve à suffisance que voilà, ce n'est pas le temps qui fait quelqu'un à la tête d'une institution, mais c'est plutôt la vision que cette personne est en train de porter à la tête de cette institution qui fera en sorte qu'on reconnaisse la valeur de cette personne-là. Aujourd'hui, on est en train d'auréoler les mérites. On est en train d'encenser ce que fait Fifi Masuka. On n'encense pas Fifi Masuka, mais on est en train d'encenser ce que Fifi Masuka est en train de faire pour cette province-là. Et ça doit servir d'exemple pour d'autres provinces. Tout à fait, ça doit servir d'exemple pour d'autres provinces, mais Tony Dibendila, plusieurs observateurs, vous avez compris, pensent que la province de Lualaba, bien sûr, elle attire tout le monde, mais elle est aussi, on va dire, objet des convoitises. Notamment, on sent que la gouverneure de la province du Lualaba, bien qu'elle gère bien la province avec des infrastructures notamment, mais il y a une certaine mainmise de Kinshasa, plusieurs voyages officiels, obliger la gouverneure à prendre en charge notamment. Ça, c'est quand même un fait qu'il va falloir mettre en exergue pour que la province ne puisse pas sombrer. C'est d'ailleurs, je crois, la raison pour laquelle il y a eu une incise lors de la présentation des recommandations de cette 12e session de la conférence des gouverneurs. C'est-à-dire il y a eu une incise disant, écoutez, Kinshasa ne peut pas toujours s'immiscer dans les questions de gestion de province. Voilà, je crois que d'une part, il y a raison qu'il y ait cette recommandation, parce que je crois que la présence régulière de certaines autorités de Kinshasa du gouvernement central à Kolwezi fragilise aussi les finances de cette province, parce qu'on sait que lorsque certains arrivent, ils obligent Madame la gouverneure à débourser, ils arrivent avec une délégation, toute la délégation doit être prise en charge, ainsi de suite. Ce sont, je dirais, des dépenses de trop pour la province, bien qu'il faudra souligner que Fifi Masuka Saini est accueillante, c'est-à-dire que Lualaba est une province hospitalière qui sait accueillir les autres, mais il faudra également ne pas trop en abuser. Nous avons entendu ici et là des dénonciations, des inquiétudes dans ce sens-là, et donc certains ne peuvent pas prendre la bonté de Madame Saini comme de la faiblesse, c'est-à-dire que dire bon voilà, ça c'est désormais notre poche, nous devons de temps en autre y aller pour nos besoins personnels privés. Et donc
je crois que même la gouverneure, son équipe et les staffs, les gouverneurs provinciaux doivent ouvrir l'œil et savoir quand est-ce qu'il faut prendre en charge. Et puis s'il n'y a pas, il faut les dire. Hein, sinon, au risque de fragiliser certains projets qui exigent assez de moyens pour qu'ils soient à son terme. Donc je crois que aujourd'hui, ce sont des accusations fondées, ce sont des faits. Nous voyons d'ailleurs l'engouement et les allers-retours de Kinshasa à cette province. Je ne vois pas pourquoi ils ne se rendent pas à Lomami ou encore, c'est pas moi, dans les Maïndombe où d'ailleurs la population fait face au phénomène Mobondo, bien que ça a été largement étouffé par les opérations des forces armées, mais ils doivent aller compatir avec la population meurtrie et de faire des allers-retours autour des mines. Et voilà, ça c'est un fait, il faut dénoncer. Effectivement. Alors, Igor Biwaka, au-delà de toutes ces réalisations et tout ce qu'on sait aujourd'hui de la province du Lualaba, quelle est sa capacité à contribuer à l'économie du pays? On parle que c'est le moteur même de l'économie de la RDC, mais quelle est sa capacité réelle? Et oui, comme on l'a dit ici, la province du Lualaba, c'est une province minière, c'est-à-dire je dirais par ricochet. On sait pertinemment que le secteur minier, qui contribue avec une prépondérance là beaucoup plus forte, n'est-ce pas, à l'économie nationale, c'est-à-dire que par conséquent, la province du Lualaba contribue énormément à l'économie congolaise, et ça, on ne peut pas le recuser. On ne peut pas le recuser aujourd'hui. On est à l'aune de la transition énergétique où un minerai s'illustre, un minerai que la province du Lualaba a à foison. Évidemment, il s'agit là du cobalt, c'est-à-dire on comprend comment et combien cette province participe, alimente l'économie congolaise. Outre même le cobalt, il y a également le cuivre, qui est également exploité à foison, toujours dans cette province-là. Au regard, n'est-ce pas, de tous ces indicateurs-là, on comprend combien cette province-là est en train de contribuer. Mais on se rend compte que Fimasuka, la vision, la politique managériale de Fimasuka ne se concentre pas seulement sur le secteur minier. Il veut également mobiliser, n'est-ce pas, des ressources au niveau interne, n'est-ce pas, en collectant des impôts, etc. C'est pour cette raison, d'ailleurs, on a pu assister à l'inauguration lors de la 12e conférence des gouverneurs à la direction provinciale des recettes non fiscales, mais également des impôts. Donc tout cela témoigne en fait du dynamisme de cette province à mobiliser assez de ressources. Pourquoi? Parce qu'on parle ici non seulement de la diversification de l'économie nationale, mais également de la diversification du secteur minier. Outre la diversification de l'économie nationale, il faut savoir comment diversifier également, n'est-ce pas, la part des richesses que vous avez dans le secteur minier. Donc Fimasuka, c'est quelqu'un, le leadership de Fimasuka, met en place, met en exergue, n'est-ce pas, toutes, je dirais, ces évidences-là, que chose de ne pas rester seulement figé sur un secteur. Aujourd'hui, Fimasuka est en train de sortir des terres, des ouvrages et des infrastructures qui attirent. Voyez-vous, il y avait déjà un gouvernorat qui existait. Mais on met encore en place 2 tours jumelées pour abriter le nouveau gouvernorat. Voyez-vous, on met en place le pont, je dirais, le Foupa, dans le territoire des Muchachas, si je ne m'abuse, pour relier des communautés qui, depuis 40 ans, des communautés proches, mais où il n'y avait pas, en fait, de relations en termes d'échanges commerciaux. Par manque d'infrastructures. Le Fimasuka, elle vient, elle rénove. Non seulement qu'elle rénove, mais elle jette les ponts. Et puis, elle participe, n'est-ce pas, à la rénovation de ces ponts-là. C'est déjà des mesures, je dirais, très salutaires qui, aujourd'hui, même une personne qui souffre de la cécité visuelle, même une personne qui a en fait du mal pour entendre, peut, au terme, n'est-ce pas, des réalisations des Fimasuka, se rendre à l'évidence que ce qu'elle est en train de faire, c'est un travail titanesque, c'est un travail éléphantesque qui mérite en fait des applaudissements, mais également qui mérite, n'est-ce pas, d'être calqué. Aujourd'hui, Fimasuka, ce qu'elle est en train de faire pour la province de là-bas, savez-vous que ça ferait même l'élan de l'exode rural. Aujourd'hui, la capitale congolaise, Kinshasa, on parle d'une démographie de 20 millions d'âmes, Patrick Lumbala. On est asphyxié. La démographie, elle est explosante pour la province de Kinshasa. Vous savez ce qui est à la base de cette démographie explosante? C'est parce que dans d'autres provinces, on se rend compte qu'il y a une pauvreté, une précarité énorme. Et les gens préfèrent venir à Kinshasa que l'on considère comme étant un paradis. Tout à fait. Alors, avec cet élan de développement de la province de la, pensez-vous que les Lualabais vont gagner Kinshasa? Non. Par contre... Ils vont vouloir plutôt rester au Lualaba, se concentrer au Lualaba. Inverse, voyez-vous.
Ils vont vouloir plutôt se concentrer là-bas et exécuter à bon escient, calmement, leur tâche dans cette province aujourd'hui qui est tant guignée, qui est tant prisée, qui est tant convoitée. Vous venez de le dire ici, c'est tout le monde maintenant qui s'alerte quand on parle de là-bas. C'est tout le monde qui veut se rendre de là-bas. On sait pour quel motif. C'est vrai, on considère, on suppose que c'est pour des motifs, mais même ces gouverneurs qui se rendent là-bas, Patrick Lumbala, on suppose qu'ils partent, n'est-ce pas, apprendre aussi de l'expérience de ce que Fifi Masuka est en train de faire, et qu'eux aussi, à leur niveau, vont répercuter ça dans leur province pour le développement de leur province aujourd'hui, Patrick Lumbala. Donc, ce que Fifi Masuka est en train de faire, je dirais, c'est digne d'actes héroïques, salutaire et exemplaire. On ne fait pas ici l'apologie des Fifi Masuka, où on n'est pas ici en train de l'encenser, encore on n'est pas ici en train de présenter en fait un portrait dithyrambique à l'égard des Masuka, mais plutôt on est en train de montrer en fait les grandes réalisations de cette dame et des réalisations qui sont dignes d'être saluées. Effectivement, on va terminer avec ce chapitre-là, avec vous, Tony Dibendila. La province du Lualaba aujourd'hui, le dynamisme économique qui s'imprime dans cette province est beaucoup plus attribué au secteur minier, qui est de plus en plus dynamique. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de mettre en place une politique d'après-mine? On risque de se retrouver dans l'avenir avec une province avec beaucoup de trous, des mines, et puis après, une population qui est délaissée à son propre sort. Je crois qu'il faudra calquer les modèles fonds miniers pour les générations futures. Au niveau central, il y a, je viens de les citer, ces fonds, mais je crois qu'au niveau provincial aussi, mais cela exige des réformes profondes, mais aussi certaines, j'ai évoqué des réformes pour que qu'il y ait la part des choses, c'est-à-dire la part qui doit revenir au fonds minier pour les générations futures, donc au niveau central, et ces fonds qui pourraient être créés pour le province. Ça, en tout cas, c'est envisageable. Mais je me disais que les réalisations actuelles, nous l'avons largement évoqué, des Fifi Masuka doivent faire preuve d'exemplarité. C'est-à-dire que les autres provinces doivent se dire, parce que nous avons fêté les recommandations, il y a la demande également de la réactivation ou l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Ben, c'est bien, c'est très bien, les gouverneurs l'ont exigé, mais est-ce qu'il y aura qu'une catégorie des provinces à revenus élevés qui vont financer cette caisse, financer donc les autres provinces qui, elles, ne vivront ou ne dépendront que des provinces qui ont des revenus assez élevés. À un certain moment, il peut y avoir, dans la majorité, 26 provinces, il y a tout à fait, il y a des gouverneurs qui seront d'accord pour ça, pour en bénéficier, mais d'autres qui ont assez de revenus pourront être hésitants. Il va falloir qu'à terme, chacun... qu'il y ait des vrais projets, des projets qui peuvent impulser les particularités et en termes sur le plan économique pour différentes provinces. Si les Nord-Ubangi, par exemple, est une province agricole, on voit comment développer les secteurs agricoles. Et si d'autres provinces sont des provinces touristiques, on voit également comment développer ces autres provinces. Donc, aujourd'hui, s'il faudra penser opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, il faudra également songer à comment mettre en place des projets adaptés à des réalités de chaque province. Tout à fait. Merci beaucoup, Tony Antoine Dibendila. On va peut-être terminer complètement ce sujet avec vous, Hugo Biwaka. Évidemment, Patrick Lumbala, puisque quand on parle de la province de là-bas, on sait bien qu'elle a abrité durant 4 jours la 12e conférence de gouverneurs. Et il faut te rappeler ici avec des moyens, je dirais, de la province, voyez-vous. Puisque parmi les résolutions, parmi les recommandations de cette 12e conférence de gouverneurs, c'était en fait doter, n'est-ce pas, aux provinces qui accueillent cet événement des moyens conséquents, des moyens financiers conséquents pour organiser en fait l'activité. Mais si on se rend compte que ce que Fifi Masuka a fait, c'est que le Lualaba a fait pour la 12e conférence de gouverneurs, on se rend compte que c'est un devoir à domicile qu'il a donné à d'autres provinces. Tout à fait. Parce que la 13e conférence va se passer à Kwilu. Et on va regarder, donc tous les projecteurs également de la République vont se diriger vers le Kwilu. On va voir, parce qu'il ne suffit pas seulement d'organiser la 12e conférence de gouverneurs, puisque vous accueillez l'institution de la République. L'institution qui est le président de la République que vous accueillez. Donc, il faudrait également que cette 12e conférence s'accompagne, n'est-ce pas,
d'autres événements majeurs comme l'inauguration, la série d'inauguration des infrastructures. On suppose que d'autres gouverneurs également auront cette largesse. C'est pas une obligation, mais déjà ça donne l'impression, c'est l'image de votre province que vous vendez. Ce n'est pas n'importe quel événement, ce n'est pas n'importe quelle activité. C'est une activité qui réunit, n'est-ce pas, le gouverneur dans un cadre de concertation pour non seulement exposer les difficultés, encore les défis de leur province, mais également voir dans quelle mesure apporter des solutions adéquates. Voyez-vous, donc c'est vraiment un devoir que le LOLABA a plutôt donné à d'autres provinces. Tout à fait. Merci beaucoup, Igor Biwaka. On va tout de suite changer des chapitres, mais on va rester toujours dans la région sud de la RDC pour évoquer cette fois la Générale des carrières et des mines. La GECAMINE qui aujourd'hui est presque au bord, on ne pourrait pas dire de la faillite, mais la gouvernance pose aujourd'hui problème, tel qu'en atteste en ce moment le rapport parlementaire effectué par quelques parlementaires dans cette partie du pays. Un rapport effectué sous la conduite du député national John Kabea. L'entreprise de l'État, la GECAMINE, perdrait jusqu'à 47 millions de dollars américains en tentant justement de relancer la production d'une manière qui ne devrait pas l'être. Aujourd'hui, la GECAMINE, qui vit essentiellement des bénéfices effectués par ses partenaires d'autres entreprises minières. Mais comment en est-on arrivé là?
Un rapport Tony-Antoine Dibendila qui accable aujourd'hui la gestion, qui remet même en cause la gestion de la générale des carrières et des mines. Aujourd'hui, les députés nationaux notamment et l'ensemble même de la population de cette région de la RDC a peur que la GECAMINE puisse connaître le même sort que d'autres fleurons de l'économie nationale, parmi lesquels la MIBA notamment aujourd'hui. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui que l'on puisse redresser la direction de la GECAMINE? J'ai eu la possibilité, l'opportunité de voir quelques passages du rapport parlementaire remis au président de l'Assemblée nationale, Fidel Caméré, il y a quelques jours déjà. Et je me suis rendu compte que la réalité est tout autre. Parce que vous savez, ces 5 dernières années, il y a eu quand même des enquêtes, il y a eu des audits qui ont mis en lumière des détournements massifs des fonds publics durant la période 2012-2018 par l'inspection générale des finances. Donc, il y a eu, après, cela a permis d'ailleurs d'écarter Albert Youma, le tout-puissant patron de la GECAMINE. Et aujourd'hui, de 2019 à 2025, on se rend compte que des problèmes se poursuivent. Les rapports fait mention à l'opacité. Tout à fait. Fait mention à l'opacité. Une entreprise qui vivrait dans une quasi-opacité. Voilà, une opacité totale. L'entreprise, les rapports parlementaires fait allusion à la gestion par voie téléphonique, c'est-à-dire on accuse les directeurs généraux Placide Nkala Bassadiloa de ne pas être assez présent à Lubumbashi pour gérer personnellement l'entreprise. On ne sait pas, il passe son temps où, parce que les directeurs généraux de la GECAMINE devaient être là-bas de manière permanente. C'est un mandataire actif. Voilà, c'est un mandataire actif. Il doit être présent. D'ailleurs, c'est lui le gestionnaire principal de cette entreprise. S'il n'arrive pas à passer plus de 2 semaines, selon les rapports, comme les rapports le disent, s'il n'arrive pas à passer plus de 2 semaines à Lubumbashi, nous ne savons pas pourquoi il a été placé à la tête de cette entreprise stratégique du pays. Et donc, on évoque des dettes colossales de la GECAMINE qui n'arrive d'ailleurs qui ne paye plus des cotisations sociales pour ses agents à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est terrible avec la CNSS. Oui, la dette est estimée à plus de 120 millions de dollars américains, ce qui bloque d'ailleurs les rajeunissements du personnel et puis une bonne prise en compte de la retraite, notamment. De la retraite. Et donc, c'est un ensemble d'éléments apportés par ces rapports qui nous portent à croire que des réformes mises en place, parce que les experts, il y a quelques temps, disaient déjà qu'il y a dans l'ensemble, il y a quand même des efforts qui sont mis en place. Il y a la restructuration en termes des rapports avec les partenaires tels que Glencore, ainsi de suite, la révision des accords qui permettent d'ailleurs à l'État congolais d'avoir plus de retombées en termes financiers, mais aussi des parts, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs rapports, plusieurs réalisations qui ont été faites. Il y a eu des investissements via la filiale STL de la GECAMINE. Il y a eu des résultats financiers parce qu'il faudra rappeler que d'ailleurs, les rapports l'a dit, en 2024, GECAMINE a pu faire des recettes jusqu'à 1 milliard de dollars américains, mais sauf que s'il faut toujours tenir compte des analyses des experts, il y a la réalité que GECAMINE évolue dans un contexte congolais marqué par la prédation des finances publiques. Vous savez, nous avons développé une culture là de considérer, c'est la classe politique congolaise, de considérer la GECAMINE comme un coffre à dollars où on pouvait aller puiser n'importe comment. Peut-être que c'est là influence aussi l'opacité de la gestion, parce que comment les gestionnaires peuvent justifier des dépenses peut-être injustifiables. Notamment des investissements qui n'ont rien à voir avec l'objet social tout à fait de la GECAMINE. Et donc, c'est ça la réalité. Et donc, si aujourd'hui on se rend compte que la GECAMINE continue à engager des pertes
d'argent importantes, de pertes de sommes importantes en termes de dizaines de millions de dollars, comme les soulignent les rapports, mais aussi l'effondrement de la productivité. Vous savez, c'est-à-dire on passe des milliers de tonnes à quasiment zéro, de 300 tonnes, prenons par exemple en 2019, 300 tonnes de cobalt à zéro en 2025, parce qu'on n'a rien produit, c'est compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Igor Buraka, la Gécamine est en train de dévier complètement son objet social, qui est celui de produire. Le rapport indique même que la Gécamine, toutes les recettes qu'elle fait aujourd'hui, c'est dû justement aux efforts de ses partenaires, notamment Glencore et toutes ces grandes entreprises implantées. La Gécamine n'arrive même plus à produire 10 000 tonnes de cuivre. C'est quand même inquiétant. Évidemment, c'est inquiétant pour ce que vous avez qualifié ici des fleurons économiques jadis, qui aujourd'hui est en perte de vitesse. Tout à fait. Non seulement que la Gécamine est en perte de vitesse, je dirais que la Gécamine s'effondre. Vous avez en fait des retenues de les dire, mais moi je le dis tout bonnement ici, au regard évidemment, je vais peut-être revenir beaucoup plus loin, au regard des chiffres qui se présentent, des chiffres qui concernent en fait la production, cette générale carrière et des mines, dont en fait les efforts d'exploitation de ressources minières se concentrent sur des principaux minéraux à forte attraction dans le cobalt et le cuivre. Si aujourd'hui la Gécamine a du mal à produire une tonne de cobalt, mais ça ne peut que non seulement inquiéter mais apeurer. Ça nous fait peur parce que la Gécamine, ses positions non pas comme, je dirais ici, une société de services. Vous l'avez évoqué, Patrick Lumbala. La Gécamine est à vocation commerciale. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit faire des revenus, elle doit produire. Elle doit produire suffisamment. Au même titre que Glencore, au même évidemment, titre que Kiko, elle ne doit pas se contenter des recettes, des royalties, des partenaires, etc. Avec les partenaires. Non, elle ne doit pas se contenter de cela. C'est ce qui est écœurant. Donc, ce qui prouve encore à suffisance que le coup d'alarme, que, au fait, est-ce que les ONG, les organisations non gouvernementales projetées à l'avenir, ça rattrape au fait aujourd'hui la Gécamine, puisqu'on était en train en fait de parler d'une gouvernance calamiteuse au sein de la Gécamine, mais ce qu'on est en train de constater, regarde ce que la Gécamine est en train de donner ici. On sait bien que à la tête de cette société commerciale, de cette société minière congolaise, il y avait certain à l'époque, Albert Yuma, qui était en fait le PCA de la Gécamine, quelqu'un dont le profil a coïncidé avec des accusations de détournement massif au sein de cette générale carrière des mines. Les rapports accablants de l'inspection générale des finances allant de 2011 à pratiquement 2021 en a fait état. Le rapport de 2020, évidemment, de l'inspection générale des finances l'en a démontré. Et ajouter à cela les accusations des ONG. Et voilà, les mêmes personnalités a été encore précisées dans l'enquête du Congo Hold Up. Ça prouve à suffisance comment il se pose un problème de gouvernance. Aujourd'hui, encore même dans le rapport parlementaire dont on est en train de faire mention ici, on parle au fait d'un fonctionnement sans budget ni planification, Patrick Lumbala. Comment voulez-vous qu'une société comme la Gécamine puisse fonctionner sans planification? Tout à fait. Et du coup, les mandataires n'étaient pas quasiment redevables sur les actions qu'ils menaient. Vous avez aussi, la Gécamine était en train de perdre en fait son objet social. Aujourd'hui, vous avez 47 millions de dollars américains que vous dirigez, n'est-ce pas, vers les entreprises, donc que vous confiez aux entreprises tierces la possibilité de faire quoi? D'exploiter les minerais. Pourtant, vous en avez en fait la possibilité, mais vous débloquez 47 millions pour que le tiers puisse produire, faire ce travail-là dont vous avez fait la mission à d'autres entreprises. Comment voulez-vous être productif avec cet élan, je dirais, boiteux? Donc aujourd'hui, la Gécamine s'érige comme un canard boiteux qui n'arrive plus à faire des revenus et c'est écœurant. Et cela s'accompagne encore avec des chiffres. Voyez-vous, le dernier rapport de la cellule technique de coordination et planification minière qui fait état en fait de la situation des exploitations du cobalt et du cuivre au premier semestre, on parle de 2025. Un récent rapport au premier semestre 2025 sur le 92 entreprises ou sociétés minières existantes, c'est vrai, figure la Gécamine, mais 0 tonne produite en 2025,
0 tonne produite pour le cuivre en 2025, 0 tonne produite pour le cobalt en 2025. Allez-y comprendre comment l'entreprise est en train de s'effondrer. Tout à fait. Si on se réfère encore au rapport parlementaire, on montre qu'en l'espace de 5 ans, la Gécamine, la production au sein de la Gécamine s'est effondrée de 60%, Patrick Mbala. C'est courant. C'est courant, mais comment voulez-vous faire de recettes? Comment voulez-vous mobiliser assez de ressources avec ces entreprises qui présentent en fait des profils, je dirais, vraiment boiteux? Donc c'est vraiment écœurant, c'est une situation à prendre au sérieux et on doit avoir beaucoup plus de lumière quant à ça. Et on doit renforcer la gouvernance et la transparence au sein de cette société minière. Et tout à fait. Au sein de cette société minière, Tony Dibendila, Igor l'a évoqué ici, depuis 2019, la Gécamine est passée de 25 000 tonnes de cuivre notamment et 300 tonnes de cobalt à pratiquement 1500 pour le cuivre et 0 gramme de cobalt depuis 2019. Ça, c'est quand même inquiétant et ça doit alarmer au plus haut point l'État congolais ici à Kinshasa. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est contradictoire d'ailleurs avec l'augmentation des revenus de la Gécamine. Tout à fait. Déjà, je commence par souligner un fait. Comment expliquer que la Gécamine pourrait fonctionner ou fonctionne sans budget et rien n'est planifié? C'est-à-dire, il y a de l'opacité et un flou visiblement entretenu. Je donne quelques chiffres. Déjà, parce qu'il faudra souligner, après les codes miniers, il y a une augmentation drastique des revenus pour la Générale des Carrières et des Mines. J'ai quelques chiffres ici, collectés auprès des experts. Il y a déjà en 2020, les chiffres d'affaires de la Gécamine avaient grimpé jusqu'à 324 millions de dollars. Alors, une année plus tôt, c'est-à-dire en 2019, c'était à 246 millions. Donc, il y a eu une augmentation quasiment de près de 100 millions de dollars. Et durant la même période, bizarrement, la Gécamine, alors que de 2019 à 2024, ses revenus augmentent de près de 100 millions de dollars. Et la perte, en fait, le perte de ces revenus ont également augmenté. C'est-à-dire, en 2009, c'était 140 millions. Et en 2020, c'était 160 millions de dollars américains de pertes. Vous imaginez? C'est-à-dire, au même moment, on allait de perte en perte, les revenus augmentent. D'ailleurs, vous avez vu les rapports de l'Assemblée nationale qui renseignent qu'il y a eu en 2024 quasiment 1 milliard de dollars de revenus. Des fonds qui pouvaient aider à relancer la Gécamine, mais visiblement, on se rend compte que l'entreprise est toujours déficitaire. Et donc, s'il faudra tenir compte de cette augmentation des revenus année après année, de l'augmentation des pertes année après année, mais également de l'effondrement de la productivité de l'entreprise, c'est incompréhensible. C'est-à-dire, il y a une gestion assez étonnante, mais je me demande comment est-ce qu'après des enquêtes, des audits, on a pu mettre sur la place publique des détournements massifs des fonds qui ont entraîné les licenciements de certains gestionnaires. Et aujourd'hui, en 2025, on revient pour décrier une telle gestion, c'est-à-dire des contradictions des gestions. D'une part, vous avez des revenus qui augmentent. C'est-à-dire, la Générale des Carrières et des Mines est devenue les gestionnaires des parts de ses partenaires. Tout à fait. C'est contradictoire et ce n'est pas normal. C'est-à-dire assez... Et cela constitue quand même déjà un danger pour le secteur minier. Si déjà c'est lui qui est censé avoir le monopole premier sur l'exploitation minière du cuivre, du cobalt notamment, laisse quasiment ce monopole-là aux entreprises étrangères. Et moi, je crois qu'il y a des indices sérieux de mégestion et même des dilapidations des fonds publics, mais aussi il y a ces rapports me paraît comme une dénonciation flagrante d'une mauvaise gestion et d'une incapacité managériale assez avancée. Et donc je crois d'une part, il faudra vraiment, les pouvoirs publics, c'est d'ailleurs le président de la République qui nomme ces gens-là. Je crois que ces gestionnaires, pour être un peu plus poli, je crois que
il faudra qu'il regarde un peu plus près la gestion, mais aussi si l'inspection générale des finances peut regarder un peu plus près une fois de plus pour identifier ces contradictions. D'une part, vous avez l'augmentation des revenus, d'autre part, vous avez l'effondrement de la productivité, mais aussi une augmentation drastique de pertes. C'est-à-dire, c'est difficile à cerner, à concilier, et donc ça ne fonctionne pas. Déjà, il faudra donc, dans un cocktail comme ça, dans un contexte des corruptions généralisées et des tendances à dilapider les fonds publics, je crois que les institutions de contrôle doivent ouvrir en tout cas l'œil et creuser davantage pour savoir s'il faudra remettre en cause la gestion de Placide Nkala et toute son équipe, c'est-à-dire du conseil d'administration de la GECAMIN, pour voir comment véritablement relancer. Parce que la vérité qui est derrière, il faudrait une véritable volonté politique forte et sérieuse pour relancer ces flairons du secteur minier congolais. Tout à fait. On évoque, Igor Biwaka, une dette colossale de la GECAMIN auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qui ne lui permet même plus, on l'a évoqué ici, de prendre en compte, enfin, de prendre en charge la retraite et de renouveler son personnel. Ça, c'est quand même un danger pour le futur de cette entreprise. Lorsqu'on est même incapable de rajeunir ceux-là qui doivent travailler dans la production même de l'entreprise. Évidemment, Patrick Lumbala, c'est d'ailleurs ce qui soutient encore la thèse que je venais tantôt d'émettre ici, que l'entreprise, la société minière, la Générale Carrière des Mines, se trouve au bord du gouffre. Donc, il est vraiment en train de s'effondrer, comme vous l'avez dit ici tantôt, mais avec un paradoxe beaucoup plus criant, comme on vient tantôt de les mettre en exergue ici. Vous générez assez de revenus, mais vous êtes pas capable au fait de prendre en charge la retraite des agents qui travaillent, vous êtes incapable de rajeunir le personnel, et donc ça montre que non seulement qu'il y a un problème de gestion, mais ça sent en fait, comme on a toujours tendance de le dire, ça sent un tout petit peu en fait le détournement. Tout à fait. Ça sent... Parce que déjà dans le rapport, on dit que la direction de la GECAMIN a investi jusqu'à 125 millions de dollars dans une minoterie et 43 millions de dollars des plus, justement, dans la réhabilitation des 2 tours jumelles sans rapport direct avec l'objet social de l'entreprise. Et pour ajouter sans suite. Tout à fait, sans suite. D'ailleurs, de toutes ces voilà, donc ces on ne sait pas évidemment si ces initiatives ont porté ou pas. Donc c'est vraiment, il y a une opacité criante. Ça sent le détournement et une dilapidation. Voilà, une opacité criante derrière en fait la gestion de ces fleurons jadis économiques, du secteur minier évidemment, de la République démocratique du Congo, un secteur qui, malgré l'absence quasiment de la GECAMIN, un secteur qui, malgré l'absence de la GECAMIN, qui se maintient toujours. Puisqu'on rappelle ici que la République démocratique du Congo a produit en 2024 une affaire de 3,1 millions de tonnes du cuivre sans la participation considérable de la GECAMIN. Elle devait être d'ailleurs en avant-plan. Et c'est donc inquiétant. C'est inquiétant pourquoi? Parce que la GECAMIN, c'est une société congolaise. Il faut le rappeler ici, quand vous produisez autant, n'est-ce pas, des minéraux de cuivre, qui d'ailleurs fait, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, la deuxième, je dirais, puissance en termes de production du cuivre à l'échiquier mondiale, mais également la première qui maintient en fait la position des premières places de la République démocratique du Congo sur le continent, ça ne peut qu'inquiéter Patrick Lumbala. Donc, comme je l'avais tantôt signé ici, il faudrait vraiment une lumière quant à ça. Je pense bien que, vu que le rapport a été introduit au niveau du Parlement et qu'il y aura une suite favorable quant à cela, et que voilà, on va remédier à ces problèmes-là. Puisqu'également, on avait tendance également à mettre l'accent sur le fait que la politique s'immisçait en fait dans la gestion de la GECAMIN. Ce qui faisait en sorte que c'est un fait, voilà. Donc la politique s'immisçait dans la gestion de la GECAMIN et par conséquent, le mandateur que l'on plaçait à la tête, n'est-ce pas, de la GECAMIN ne se sentait pas rédévable. Parce que
Pourquoi? Parce qu'il se sentait en fait protégé par une sphère politique qui les protégeait. Par conséquent, il ne se sentait pas relevable, et ce qui a fait en sorte que, n'est-ce pas, qu'on assiste à cette gestion, je dirais, calamiteuse de la GECAMINE. Calamiteuse donc de la GECAMINE, et Todi Dibendila l'a dit, il va falloir une véritable volonté politique pour redresser ce fleuron de l'économie congolaise qui est en train, vous l'avez dit Igor, en train de tomber au bord du précipice. Et le message est passé en tout cas auprès de la haute sphère dirigeante du pays pour redresser ce fleuron de l'économie nationale. Et on change des chapitres justement pour évoquer la démission du ministre en charge de la justice et garde des Sceaux dans l'affaire que vous connaissez très bien et que nous avons déjà eu à aborder plusieurs fois sur ces plateaux, le présumé détournement des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Constant Moutamba, livré à la justice par l'Assemblée nationale, et tout simplement contraint à démissionner et à se mettre à la disposition de cette justice. Comment en est-on
va démissionner ou a démissionné et va justement se mettre à la disposition des justices. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire de la justice ou plutôt d'une chasse aux sorcières de la part d'un système judiciaire qui s'est senti vraiment mis mal à l'aise face aux différentes réformes initiées par le ministre? Bon, aux dernières nouvelles, le ministre d'État, en charge de la justice, Constant Mutamba, a été reçu, selon ses proches en tout cas, la présidence de la République, et où il a annoncé sa démission. La loi l'oblige. Après l'autorisation de poursuite judiciaire par l'Assemblée nationale, il devra déposer sa démission, comme le dit la loi, et faire face à la justice. Visiblement, il est décidé à faire face à la justice. Mais s'il faudra réunir et donc répondre à la question de savoir si c'est purement question judiciaire ou il y a un complot politique derrière, je crois que il y a à la fois beaucoup d'éléments qui se réunissent. S'il faut mettre en place ces éléments de puzzle, on sent qu'il y a véritablement acharnement derrière. Je crois l'avoir souligné à plusieurs reprises, et donc je ne voudrais plus revenir à l'entièreté de la question. On sait qu'il est poursuivi pour détournement des fonds publics, détournement qu'il rejette, parce qu'il faudrait également préciser que l'argent est là, l'argent se trouve dans un compte bancaire, et que le projet de la construction des maisons carcérales au regard des réalités, parce qu'il faudra se remettre dans les contextes de la décision prise au Conseil des ministres. Il y a eu des morts à la prison centrale de Makala, parce que la prison était surpeuplée, et donc il était difficile dans des contextes comme ça, continuer à laisser des Congolais, quoi qu'ils ont soit violé la loi ou pas, mais ils sont poursuivis, mais ils sont dans les maisons carcérales, ils restent humains, ils doivent bénéficier des conditions humaines. Mais la condition ou les conditions de vie dans les maisons carcérales en RDC, principalement à Makala, c'était compliqué. Mais aussi à Kisangani, ce sont des problèmes, des questions posées sur la table du gouvernement. Et donc, les dossiers de réhabilitation des prisons a été discuté au Conseil des ministres, adopté, et la question a été également connue à la primature, parce qu'il devait y avoir construction d'une prison à Kisangani, où d'ailleurs les conditions carcérales sont également déplorables. Et bien voilà, on se retrouve dans une situation où le ministre de la Justice est accusé de ne pas avoir mené convenablement ces projets, et donc j'estime que cela pouvait être géré au niveau de l'administration. Ce sont des questions administratives, et nous savons que si le processus administratif n'est pas bien suivi, la réponse appropriée, c'est la nullité du projet. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit que le ministre d'État Mutamba est obligé de quitter le gouvernement et d'aller, c'est-à-dire qu'il y ait une peine de prison il est ensuite menacé. Il est ensuite menacé. Non, je te dis, menacé parce que quand on va devant la justice, on estime qu'on peut être arrêté ou pas. C'est-à-dire qu'il est menacé par une possible peine de prison. Donc, c'est là déjà nous mène à... Et puis, quand on réunit tous les éléments, la situation conflictuelle entre lui et l'appareil judiciaire, la magistrature précisément. Et donc, je crois que tous ces éléments-là mis ensemble, et ça laisse à croire qu'il y a eu véritablement complot. Quand on voit même les politiques rwandais s'y mêler, c'est public. On voit les communicateurs pro M23 AFC, mais également les communicateurs rwandais. On a même vu le ministre des Affaires étrangères rwandais, c'était un officiel du gouvernement rwandais, qui saluait les poursuites contre Constant Mutamba. On sent que les ficelles, c'est-à-dire qu'il y a véritablement complot. Et c'est-à-dire ils ne s'expriment pas parce qu'ils ont le plaisir de s'exprimer. Il y a véritablement complot, mais il pourrait y avoir complot. Et donc on s'est dit aujourd'hui à ce stade, voyons l'évolution des choses. Il a rencontré les chefs de l'État, qui a pris acte
de son départ. Selon certains de ses proches, elle souligne même qu'il s'est déjà retiré des différents groupes du gouvernement. Et donc, voyons la suite, mais on ne voit pas pourquoi il doit faire face à un procès pénal. Tout à fait. La démission forcée, Igor Buaka, du ministre de la Justice, Constant Moutamba, un coup porté à l'administration, on va dire, aux différentes réformes courageuses qui allaient dans le sens de redresser l'appareil judiciaire, on peut dire ainsi. Eh bien, Patrick Lumbala, qu'est-ce que l'on retiendra en fait de Moutamba, de Constant Moutamba à la tête de ce ministère de justice? Évidemment, la bancarisation des recettes judiciaires, puisque vous parlez de réformes, hein, je réponds à cette question. On retiendra évidemment la bancarisation des recettes judiciaires, on retiendra sa volonté de désengorger les maisons carcérales, les prisons, on l'a vu, également la dotation également des nouveaux lits, etc. qu'il avait fait, pour question en fait de mettre en fait les détenus dans des conditions carcérales beaucoup plus optimales, et que cela leur a été en fait très proché d'antan. On retiendra également la relance, si je peux le dire ainsi, dans la façon de faire de la commission de gestion des saisies des biens confisqués, la COGEBISCO. On retiendra sa volonté, en fait, évidemment, de redresser cette justice que l'on a tant qualifiée des morbides et des malades. S'il y a détournement ou pas, c'est la question que l'on se pose. Ma réponse, que la justice fasse son travail. Tout à fait. Pourquoi? Parce que cette justice, elle était, au fait, dans les visères de tout le monde. Du moment où le chef de l'État se prononce pour dire ouvertement que la justice congolaise est malade et qu'on était obligé de passer par les États généraux de la justice pour y remédier, pour voir quels sont les tares qui rongent cette justice congolaise et voir dans quel mécanisme apporter solution pour cette justice congolaise. Moi, en tout cas, je me réserve toujours le droit de dire ici que la justice fasse son travail. Et si cette justice, en faisant son travail, c'est par cette façon de faire que l'on se rend compte que si cette justice vraiment a guéri ou encore ou non. Mais Moutamba a fait ce qu'il a pu faire à la tête de ses ministères. C'est vrai qu'il lui est reproché un présumé détournement de fonds. Et si aujourd'hui il est déféré devant la justice, c'est pour qu'évidemment que toute la lumière soit faite sur la question. Et nous, on est là en tant que, non seulement spectateurs, mais on est là en tant que des gens qui vont scruter de près ces dossiers, voir s'il y aura évolution ou pas. Puisqu'il sera obligé de démissionner du gouvernement. Un fait qui ne sera pas réparable. Déjà acté, voyez-vous, un fait qui ne sera pas réparable. Et c'est quelqu'un qui était dynamique, qui a fait parler de lui, non seulement à l'échiquier national, Patrick Lumbala, Moutamba, les échos de Moutamba ont dépassé au fait le territoire national pour retentir ailleurs. On a évoqué le fait ici que certains responsables étrangers et qui s'en réjouissaient, ça prouve à suffisance combien et comment Constant Moutamba était, je dirais, méprisé par les réformes qu'il voulait initier à la tête de ces ministères. Et donc la justice va donc établir le fait, la justice va faire toute la lumière sur la question Moutamba. Tout à fait, sur la question Moutamba, Constant Moutamba, on peut mettre effectivement sur son bilan également le fait d'avoir protégé les entreprises publiques de la prédation judiciaire qui était vraiment très très bien organisée avec certains des avocats, des magistrats et consorts qui ponctionnaient beaucoup d'argent aux entreprises publiques. Est-ce que son départ aujourd'hui peut être qualifié comme un boulevard laissé à la prédation, tout simplement? Non, je voudrais d'ailleurs commencer par signaler un fait. Déjà, vous avez tous vu les communiqués, nous l'avons tous vu dans les réseaux sociaux, du procureur général après la Cour de cassation qui appelait déjà à traquer les détenus qui ont été libérés dans le cadre du processus de désengorgement des prisons dans le pays, parce qu'on sait que nos prisons sont surpeuplées. Il fallait quand même créer de l'espace, créer des mécanismes pour libérer quand même des espaces, et parce que, nous le savons, c'était compliqué, les niveaux les plus élevés. Nous avons tous vu comment est-ce que les gens sont morts à Makala. Et donc, moi je me demande déjà,
plusieurs réformes des ministres Moutamba ont été boudées par la magistrature. Vous savez déjà, les premiers éléments, les désengorgements boudés aujourd'hui, il y a la traque de ces détenus. Vous avez vu le communiqué, la traque de ces détenus, on les considère comme ayant été libérés illégalement. Mais et c'est de là on se pose la question, est-ce que la fin des dettes imaginaires imposées à des entreprises publiques va répondre? On aura encore des dettes parce que cela a été bloqué. Aujourd'hui, il y avait un projet de création de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires pour contrôler quand même les actions des juges qui allaient être mises sous tutelle du ministre d'État, ministre de la Justice. Parce qu'il y a justement certains magistrats, selon certains rapports, des magistrats, des avocats n'ont jamais connu des procédures de prise à partie, principalement des magistrats. Lorsqu'ils sont récusés, par exemple, il n'y a pas de procédures de prise à partie, il n'y a pas de mesures disciplinaires. Ils se sentaient vraiment dans une liberté totale, ce que Moutamba a réussi quand même à estomper. Donc voilà, déjà, est-ce qu'il y aura la poursuite de la création, de ces projets de création de l'inspection générale des services judiciaires, justement pour regarder de très près ce que font les magistrats, parce qu'il y a parfois des décisions qui sont considérées comme arbitraires. Mais est-ce qu'il y aura, j'ai évoqué la question des entreprises publiques, mais il y a eu plusieurs réformes mises en place, et donc j'estime que ces réformes-là ont créé un conflit délétère entre les deux parties, et aujourd'hui c'est Constant Moutamba qui va se retrouver devant les magistrats. Certains disent que les dés sont jetés, la suite est connue, mais espérons qu'il y aura une suite favorable à la question. Effectivement, il y aura une suite favorable à la question et la justice fera son travail en toute indépendance, justement pour mettre toute la lumière sur ce dossier de présumé détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. Merci Tony Dibendila. Merci Patrick. Merci Igor Biwarka. Merci Patrick. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre magazine, l'essentiel de l'actualité économique, vu de la rédaction de votre chaîne. À très vite et restez en continuation de nos programmes.